Voyage en récit Frère Gilles Baudry. et Geoffroy Scrive. Frère Gilles, nous nous retrouvons ici chez vous, c'est-à-dire dans cette magnifique abbaye de Landévennec, en presqu'île de Crozon, en Finistère. Et nous sommes ici dans cette émission de Voyage en récit sur RCF en Finistère pour parler ensemble de votre talent, pour rappeler la parabole, qui est simplement d'écrire de la poésie. Alors pour commencer peut-être, tout simplement quelques mots, quelques vers. Volontiers. C'est à la lueur du silence que tout poète voudrait s'éclairer, recevoir la grâce des mots qui portent la rosée dans le matin translucide des arbres. Des mots justes, les seuls qui donnent la parole, des mots qui font leur nid dans le creux de l'oreille écarquillée. Ils vont pieds nus mendier dans les prières pauvres, la miséricorde, le pain blanc des oiseaux ou la manne des anges. Des mots sans voix, dans l'indicible de l'amour ou du malheur sans fond. Des mots qui ferment leurs paupières par pudeur, fondent de gratitude comme neige au soleil, ou se retirent imprononcés sur la pointe des pieds, par peur d'en dire trop ou pas assez. Des mots calligraphiés au syllabaire des enfants qui vous attendent au retour de l'école, des mots vous prenant par la main. Des mots qui vous tirent des larmes, tant ils sont beaux, inespérés, gorgés de sève, balbutiés par les lèvres tremblantes des roses. Des mots de guérison qui sont un baume, la bonté même, et teintent leur cristal au bord du ciel. Des mots qui printaniesent le vieux monde, dans l'arrière-pays de soi, dans l'interstice des heures et des choses, et vous donnent le goût insatiable des autres. Merci, justement. Parlons des mots, si vous voulez bien. Alors que j'arrivais jusqu'à l'abbaye, en voiture, j'écoutais comme chacun la radio, et quelqu'un parlait du climat social actuel avec, il y avait encore des manifestations de gilets jaunes, il y avait des manifestations hier à Paris, certaines n'ont pas forcément très bien tourné, et puis la journaliste se lamentait dans le sens où aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de plus en plus de personnes s'invectivaient, n'avaient comme arme que se lancer des injures. Et elle regrettait même le fait que, ces personnes ne lisaient plus les journaux, ils ne s'adressaient plus que par réseaux sociaux, en n'ayant qu'une seule version, qu'un seul aspect des choses, et en employant des mots finalement qui n'avaient forcément plus tellement de sens. Alors justement, dans le rôle de la poésie aujourd'hui, dans un lieu que l'on pourrait qualifier de reculé, tel que l'abbaye, tel que la vie d'un moine, axé sur le travail, la prière, les offices, le travail aussi intellectuel et l'art pour ce qui vous concerne, quel quel pouvoir donnez-vous aux mots? C'est-à-dire, est-ce que par la poésie, vous voulez à la fois bien les employer et que le lecteur qui vous lira retrouve leur sens plein et entier? Ce serait l'idéal, oui. Alors, ce que vous me disiez tout de suite, alors nous sommes beaucoup dans le slogan, dans les invectives, effectivement, alors qu'ils sont des mots dévoyés. Il y a vraiment une perte du sens aujourd'hui dans la parole, hein. Et dans cette langue de bois, je pense que la vocation, la fonction, je ne sais pas, du poète, ce serait de redonner de la sève, voilà, hein. Une sève qui sortirait justement de ces expressions où nous sommes aussi alors dans l'utilitaire, beaucoup. Et moi je pense à Eliot qui a fait une distinction, ça vous paraîtra peut-être subtil mais pas pour moi, entre les mots et la parole. Il dit quelque chose comme ça: nous connaissons les mots mais nous ignorons la parole. Je trouve que c'est fort. Évidemment les mots, on pense aux anglais, words, des paroles, des mots, des mots. Mais je pense que les poètes, il a des mots, il les prend en lui, il les berce, il les porte surtout. Et puis jusqu'à temps qu'advienne une parole justement d'aurore, hein. Alors il est artisan des mots, bien sûr, hein, il les cisèle,
Mais il ne reste pas dans cet esthétisme qui pourrait être vain finalement. Il goûte au sucre des mots, c'est vrai. Mais il va au-delà des mots. Et si vous voulez, il est aussi serviteur de la parole, je crois. Mon mode d'expression, c'est la poésie, bien sûr, mais c'est mon être profond, c'est pas quelque chose de factice, non. C'est à la lueur des mots qu'on s'éclaire, je trouve. Et les mots font partie de l'être pour moi. Oui. Justement, est-ce que la poésie est-elle le lieu où le mot n'est pas dévoyé, où le mot retrouve son sens? Il y a une recherche de ce côté-là. Vous voulez vraiment utiliser le mot pour sa définition, pour ce qu'il donne comme image, pour ce qu'il représente. La sève, ce n'est pas seulement la substance chimique, c'est aussi ce qui fait vivre l'arbre, si on peut dire, qui monte de ses racines qui jusqu'aux feuilles. Il y a une certaine montée. Oui, puis alors il y a beaucoup de mots français que nous avons oubliés ou qui sont dévoyés, comme vous le dites. Je pense au mot souvenance, que c'est beau. Le mot dormance, j'avais utilisé ça dans un poème. Un sous-bois en dormance, c'est quand même fort. Et c'est français, quoi. L'orée, quel Oui, beau mot. Il y a l'or, il y a le mot or oui. dedans. Vous êtes au commencement d'une forêt, l'orée. Euh, vous dites quelqu'un est amène, sympathique, qui est accueillante, mais le mot aménitude, on l'a perdu, on l'a oublié, voilà. Et j'avais une autre question sur le fait de justement le rapport au temps. Parce que, comment dire, pour utiliser les mots que l'on peut lire dans vos poésies, vous les avez mûris, j'imagine. Il y a une certaine, je ne sais pas si on peut utiliser le mot recherche, mais vous avez l'envie, le souci d'utiliser le mot juste pour décrire l'idée euh, qui vous vient, je suppose. Alors, prendre ce temps par rapport à la rapidité du monde aujourd'hui, est-ce que d'un certain côté, comme dirait Ernst Junger que nous avons lu sur cette antenne dans son traité du rebelle, est-ce que c'est justement être rebelle dans le sens quand il dit, par exemple, la résistance du rebelle est absolue, elle ne connaît pas de neutralité, ni de grâce, ni de détention en forteresse. Alors, l'homme est soumis à une épreuve en fait théologique, qu'il en ait ou non conscience. Du reste, il ne faudrait pas attacher trop d'importance à ce terme. L'homme est interrogé sur ses valeurs les plus hautes, sa vue de l'univers et le rapport de son existence à celui-ci. Alors justement, le rapport de l'homme, de son existence au monde, justement, est-ce qu'il n'y a pas un peu de cela dans la poésie que vous écrivez? Parce que quand on vous lit, il y a enfin souvent, moi ça m'a marqué, il y a un rapport particulier au temps qui passe, à la géographie aussi, au paysage. Et donc, je lui dis, quand vous écrivez, vous êtes en rapport avec ce que vous avez vu, avec ce que vous avez perçu par votre existence de ce monde, non? Oui, je crois qu'il faut distinguer entre le chronos, le temps qui passe, et le kairos, qui est le moment favorable, propice, Hmm. si vous voulez, hein. Et puis ce monde, ce temps, vous parlez du temps tel qu'il est aujourd'hui, qui est dans l'accélération, la vitesse maximum, qui est dans le présentisme. Et le présentisme, c'est tout le contraire du présent, quoi. C'est un monde où la liberté de l'individu se resserre de plus en plus? Oui, tout à fait, oui. Et nous nous agitons, quoi. Alors, plus on s'agite, moins on habite. Et moi, je pense qu'il faut essayer d'habiter le temps, habiter nos gestes, habiter nos mots, habiter nos silences aussi, pourquoi pas. Mais ce monde n'est pas assez habité. Vous savez, il y a Saint Grégoire le Grand a un portrait magnifique de Saint Benoît. Il habitait avec lui-même. Je trouve que Hmm. c'est extraordinaire, ça. Aujourd'hui, on habite pas avec nous-mêmes ou mal, quoi. Il y a pour moi une pollution de l'intériorité, vous voyez. Et sans vie intérieure, il n'y a pas de vie spirituelle. Mais sans vie intérieure, j'ai envie de dire, il n'y a pas de vraie rencontre non plus. Euh, il en dépend de la qualité de la vie, quoi. Et moi, ça me marque beaucoup, cette pollution-là, qui avait été déjà dénoncée par Bernanos, je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui. Ça me marque, hein. Et je crois que dans l'art, en général, dans la musique, vous devez le savoir, dans la poésie, dans la peinture, il y a un temps aussi intérieur. C'est un temps qui est soustrait pour moi à l'écoulement des heures, Hmm. hein. C'est un temps qui en oublie le temps finalement. C'est une sorte de surgissement de l'éternité déjà dans votre présent. Et une certaine joie, justement, une certaine densité de ce que vous allez faire. Vous êtes entièrement vous-même dans ce présent.
Et les heures... j'ai un futur recueil qui va s'appeler Le Chant du Balancier. Hein. Le Chant du Balancier. Je suis parti d'un mot d'André Dautel qui dit, assez étrange, moi j'aime beaucoup, il dit, voilà, chez moi j'ai une horloge, mais qui n'a ni cadran, ni chiffre. Mais je sais l'heure exacte au Chant du Balancier. Et là, alors, il donne une primauté au son. C'est intéressant, ça. La sonorité. Moi, j'ai toujours pensé que dans la langue, la sonorité, c'était du côté de l'âme. Je suis très sensible au coup d'archet, vous êtes violoniste, hein, aux premières notes, disons aux premières notes de la musique. Hein. Je pense aussi à l'art de la fugue de Bach, évidemment, c'est l'orgue, normalement ça peut être transposé pour orchestre, mais ces premières notes, c'est extraordinaire, vous avez tout au début, vous avez tout. La, 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 vous avez tout. Et ensuite, vous êtes tous mes en branle, si on peut dire, et vous êtes transporté. Ah, ça, pour moi, il n'y a que Bach qui arrive à faire ça. Parce que dès le début, moi j'ai le frisson de départ, hein, et puis ça ne me quitte pas. Mais ça m'emporte, quoi. Et ça, moi je trouve que c'est à la fois, bon, si on analyse, c'est très, scientifiquement, c'est très fort, au niveau de la mathématique, mais au niveau de la mystique aussi, quoi. C'est très fort. Alors justement, parlons musique. Vous avez parlé du silence. Le silence fait partie intégrante de la musique. Déjà, ils sont indiqués sur la partition. Il y a des signes pour le représenter. Mais je pense qu'on peut vivre aussi la musique par le silence qui est présente dans chaque partition, dans chaque instant. D'ailleurs, qui disait que les quelques secondes de silence après la fin de l'exécution d'un morceau de Mozart, c'était encore du Mozart. Et justement, comment percevez-vous, comment pensez-vous le silence quand vous écrivez vos poèmes? J'ai écrit un recueil qui est titré Jusqu'où meurt un point d'orgue. Ça avait beaucoup plu aux musiciens, moins peut-être aux littéraires, parce que le jusque est un petit peu lourd, peu importe. Mais le sens était... vous savez, je crois que c'est Valérie qui a dit le poème, c'est une hésitation prolongée entre le son et le sens. J'aime beaucoup cette définition-là. Moi, je crois que on a oublié, beaucoup de poètes oublient que la poésie, c'est Orphée quand même au départ. Orphée jouait de la musique et sa musique... guérisser, entraîner, s'adresser aux plantes, aux animaux, à tout le monde. Bon, c'est le côté magique, hein. Comme le violon du fou dans Selma Lagerlöf, c'est la même chose, hein, qui est un livre magnifique. Je pense qu'il y a une concordance, une consonance entre la musique et la poésie. Hein. Moi, je suis pour un lyrisme d'intériorité. Vous savez, je ne suis pas forcément pour la cadence, tac, 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 avec un métronome, surtout pas. Mais je crois que c'est un chant de lettres. Ça devrait toucher l'être. Si vous voulez, mes poèmes, je me les joue à l'oreille. Je les joue à l'oreille. Je me les passe intérieurement souvent. Et ce qui accroche généralement, c'est ce qui est mauvais. Donc je me dis, au bout d'un moment, je sens que non, ça va pas là. Ou alors il y a une respiration qui est mal donnée, quoi. Et j'ai compris ces silences dans la musique à travers des œuvres comme Arvo Pärt, mais aussi Dutilleux aussi, hein, des gens comme ça, quoi. Où la silence a beaucoup d'importance, et chez d'autres. Hein. Et ça fait partie de la musique, hein, ça fait partie... oui, et la voix, ça rejoint la voix. Je suis très sensible au vocal, à la vocalité. Je crois que c'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas la poésie parce qu'ils ne l'ont pas entendue, entendue. Vous savez, il y a Marc-Alain Joachim qui a dit il n'y a pas longtemps, j'ai beaucoup aimé ça. Il a dit dans chaque mot, il y a un oiseau aux ailes repliées qui attend le souffle du lecteur. Je trouve ça magnifique. Le souffle du lecteur, c'est-à-dire que les mots, vous savez, ils sont comme des gisants. Ils sont comme des gisants. C'est vous, en les disant, ces mots-là vont se relever. Ça va être une parole vive qui va passer par votre souffle, par votre... Et du coup, vous ressuscitez le langage. Et j'ai été touché d'obtenir le prix Aliénor. Je ne savais pas que ça existait. Aliénor d'Aquitaine. Je suis allé une fois à Fontevraud. Effectivement, elle est allongée auprès de Richard, hein, son mari. Et elle a dans les mains un livre. C'est La lectrice éternelle. Et ça m'a beaucoup plu. Parce que je suis d'abord un lecteur. J'aurais dû dire ça au départ. Avant d'être un auteur, je suis davantage et beaucoup plus un lecteur.
Je pense que... Alors, il y a ça, il faudrait que j'ajoute que quand j'écris, quand je lis, au fond, c'est la même attitude. J'écoute. Je suis toujours à l'écoute quand je lis ou que j'écrive. Alors justement, parlons de l'écoute. Vous évoquiez le fait que le poème doit être plus entendu à voix haute, en tout cas lu à voix haute, que sur le papier. Il en est de même d'une partition. Les partitions sont faites pour être jouées. La seule peut-être différence que je mettrais, mais vous aurez le droit de mettre un bémol justement, c'est que quand on lit une partition, même de loin, on voit les notes monter, descendre, se resserrer, s'élargir, et donc on peut deviner un peu là où seront les respirations, où nous mène en fait le compositeur. Alors est-ce qu'il peut en être de même pour pour un poème que l'on verrait, ne serait-ce que dans le texte, de loin, sans l'avoir encore lu? Est-ce qu'on peut déjà appréhender par je dirais la calligraphie, la façon dont il a été écrit, là où seront les respirations et quel repos il va être l'occasion? J'ai tenté un petit peu ça dans un ou deux recueils, dans la disposition des vers, hein. En alternant le vers long et le vers court d'une façon visuellement que ce soit beau aussi, hein. Je crois que le cubisme a fait un petit peu ça. Alors le cubisme, bien sûr, on pense au cubisme, on pense à la peinture, à la sculpture, à Braque, etc. Mais des gens comme Reverdy, au niveau de l'écriture, ont été sensibles à ce côté-là. Parce qu'en alternant le vers court et le vers long, ça vous donne une respiration, vous voyez, voilà, on sent bien. Et alors du coup, par contre, là, je me suis abstenu j'ai mis la ponctuation, les virgules, les points, sinon on pose un lapin au lecteur. Mais j'ai fait aussi sans ça, alors... Si je ne mets pas le point ou la virgule pour d'autres poèmes, je mets un intervalle de façon à ce que justement qu'il y ait une respiration, que le lecteur ne soit pas pris au dépourvu, que le sens reste. Parce que je crois au sens, moi. Certains n'y croient pas. Moi, je trouve que c'est important. Vous savez, il y a eu toute une époque de formalisme, de linguisterie, où on écrivait à l'insu du lecteur, et moins il comprenait, mieux c'était. Et ça pourrit la poésie en France pendant 30-40 ans. J'en avais marre, je vous avoue. Ah non, j'ai failli arrêter la poésie à ce moment-là, parce que, écoutez, c'était les Sorbonnards qui nous servaient ça. Il n'y avait plus que ça à l'époque. Ouais. Et moi, je dis non, non, c'est pas ça, quoi. Alors j'ai creusé mon sillon, je me suis moqué de ces modes, si vous voulez, et d'autres amis aussi, heureusement. On a tenu en Bretagne. Je ne regrette pas d'avoir creusé mon sillon et d'avoir été fidèle aux soins inspirés, quoi. Alors justement, vous avez évoqué le sens. Alors, je vais dans la citation de François Tcheng, je suppose que vous connaissez, qui dit « Grâce à la beauté, le monde n'est nullement un espace neutre, insipide et insignifiant. La beauté justifie notre existence. » Alors justement, la beauté justifie notre existence. Et il enchaîne en disant « En effet, la beauté a le don de provoquer en nous les ressentis les plus forts et les plus immédiats, des ressentis aussi bien charnels qu'émotionnels. Imprégné des sensations nées de ces ressentis, notre être se sent attiré par la présence de la beauté et d'instinct va vers elle. Ce faisant, il s'oriente vers une certaine direction. Or, dès que notre existence prend une direction, elle prend sens. Et lorsque cette direction ouvre sur un état d'harmonie et de communion, autrement dit un état d'amour, ce qui est le cas de la beauté, notre existence atteint sa plus haute signification parce que c'est alors qu'elle fait signe à la vraie vie. Et la vraie vie à son tour lui fait signe. Comment ce passage entre la beauté, le sens, la direction et l'amour résonne en vous? Est-ce que ce sont là des caractéristiques et également aussi le but de la poésie? D'abord, ça me touche que vous citiez François Tcheng, il fut dans cette salle assez souvent. Nous sommes souvent rencontrés ici. Et il venait au monastère, oui. Et à propos de ça, justement, de la beauté, je savais il pensait déjà à un essai sur la beauté, sur l'âme aussi. Et il avait, vous savez, une façon très particulière de prononcer les mots. Il disait tout le temps la beauté, la bonté. Et déjà, ça change tout. Il fait le lien entre beauté et bonté, justement. Non seulement il fait le lien, mais c'est aussi Bergson qui faisait ce lien. Et la beauté et la bonté doivent être absolument alliées. C'est tout le problème. Moi, je suis aussi pour lier, si vous voulez, l'éthique à l'esthétique, hein. Et ce que ça vous donne, la bonté et la beauté, c'est la grâce.
C'est la définition de la grâce. Et c'est pour ça que j'ai mis la grâce au-dessus de tout. Oui. Alors justement, parlons d'amour. En parlant d'amour, je pensais aussi, en lisant la poésie, à la paix qu'elle peut apporter. La paix de l'âme, et peut-être aussi les mots, quand ils sont justement bien employés dans le domaine de la poésie, peuvent aussi réconforter le lecteur en lui apportant de l'espérance. Est-ce que c'est là aussi un but qu'on peut toucher, qu'on peut atteindre en donnant de l'espérance à ceux qui n'en ont plus par la poésie, par ceux qui en ont peut-être marre justement de lire des mots dans des journaux, dans des réseaux sociaux, parce que derrière ça il y a aussi la question, enfin statistiquement aujourd'hui, même si je n'aime pas trop cela, mais qui lit encore la poésie aujourd'hui? Je pense aux jeunes par exemple, qui en lit encore? Enfin, d'accord, bon, je connais un lycéen en terminale qui, l'autre jour, m'a parlé d'Ossip Mandelstam. Je me suis demandé comment il connaissait ça. Il m'a répondu intérêt personnel. Je pense que c'est assez rare. Mais voilà, comment pouvons-nous attirer et toucher ceux qui ne perçoivent peut-être pas qu'ils en ont finalement besoin? D'abord, je dirais que la poésie, pour moi, c'est pas du domaine de la communication, sauf ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a des exceptions quand même de temps en temps. Non, je trouve que c'est non parce qu'aujourd'hui on met la com partout. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Non, je suis pas contre, mais vous voyez. Alors non, je crois que ça peut être la communication, mais ça touche, ça rejoint le lecteur dans ce qu'il est, dans son chacun en particulier. On a dit à un moment, c'est une accusation que la poésie était confidentielle. Mais j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux, ça veut dire que c'est une confidence qui s'adresse au lecteur, à l'auditeur. Le lecteur-auditeur, il est au moins, voilà, il est touché par ce qu'il lit. Et je pense en ce moment, il y a un petit renouveau, c'est vrai, de la poésie en France, mais en France, nous n'aimons pas les poètes. Flaubert le disait déjà, hein, et beaucoup d'autres. Ce n'est pas vrai de la Bretagne. Je ne dis pas ça par chauvinisme, mais vous savez, la Bretagne a vraiment une tradition poétique, artistique, musicale très très forte. Moi, je suis étonné de la qualité des artistes en Bretagne, hein. Vous savez, vous partez de Corbière, ou bien avant, mais Corbière, Ségalen, Saint-Paul-Roux, Max Jacob, Cadou, Armand Robin, Perros, etc. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on a? Voilà, je le sens ici parce que donc la beauté, je la vois aussi par les artistes puisque je suis sollicité par un certain nombre d'artistes en Bretagne, pas uniquement en Bretagne mais surtout quand même. Et je peux vous dire que c'est à chaque fois une très belle rencontre, c'est un dialogue fertile qui aboutit à des belles œuvres, alors des livres d'artistes, mais aussi certains qui sont dans le commerce. Alors ça peut être photographe, ça peut être un graveur, ça peut être un compositeur, ça peut être un peintre, oui. Et ça c'est riche, hein, oui, c'est une récompense pour moi. Alors justement, parlez-nous de ce dernier livre que nous pouvons trouver ici à la librairie sur l'eau, l'eau qui coule justement avec ces photographies merveilleuses de ces rivières bretonnes. J'imagine que le sujet du livre, entre la rivière, l'eau qui coule dans les sous-bois, dans les bois avec les feuilles mortes, n'est pas étranger au fait de devoir réciter une poésie qui coule. Les mots coulent en fait par la voix et jusqu'au fond de l'âme. Je crois que ces photos ressemblent à la photographe, elle est limpide, Aïcha, hein. Et c'est vrai que dans le poème, il doit y avoir de la limpidité aussi, je trouve. Euh, et vous savez, au fil des pages, au fil de l'eau, eh bien, vous allez à la source, vous remontez en amont. Et évidemment, ça me parle, la source, moi aussi, hein. Si on évoquait tout à l'heure, avant l'émission Saint-Jean-de-la-Croix, la source, elle court, mais c'est de nuit souvent, hein. Alors c'est ça, vous parliez d'espérance, je reviens un peu en arrière, mais c'est que cette source, cette eau est toujours là. Et pourquoi les eaux intérieures, j'aime bien. Alors qu'est-ce que ça... C'est une sorte de livre miroir au fond qui vous fait découvrir que... Comment vous dire ça? Ça peut être les larmes, les eaux intérieures, mais les larmes ne sont pas forcément de chagrin, ça peut être une émotion aussi. Et moi, ça m'arrive, ça m'est difficile de réprimer des larmes quelquefois au cours de certains concerts, d'une cantate de Bach ou d'un livre de Schubert, c'est sûr. Et je sais que des auditeurs éprouvent la même chose. C'est quelque chose qui nous dépasse, et je pense que ça dépasse aussi l'émotion pure et simple. Je trouve que ça touche quelque chose en nous d'indicible. D'indicible. Et alors, Dieu sait si en Bretagne, l'eau court, hein. Si vous allez où est le Gouat, mais si vous allez aussi dans nos rivières, et ils ont des noms magnifiques, nos rivières, la Laïta, les Lornes, vous vous rendez compte, c'est beau. L'Aulne. L'Aulne. Et justement, l'abbaye d'Andévennec est dans Lové, dans la dernière boucle de l'Aulne, ici.
Et ça me touche beaucoup, ce paysage aussi, parce que nous sommes qu'un petit élément dans cette nature qui est extrêmement belle, hein. Je crois qu'il y a beaucoup de poèmes, je ne les aurais jamais écrits si je n'avais pas été dans ce paysage-là. Ouais, je dois beaucoup, et la forêt descend jusqu'ici. Les arbres, avant avec Aïcha, c'était sur la forêt. C'était sur la forêt. Les arbres me parlent énormément. Sur le plan symbolique, un arbre, c'est pas rien quand même. Alors évidemment, moi, je n'ai fait qu'allumer quelques vers luisants dans ces sous-bois en dormance. Mais c'est elle qui a fait les photos, qui a fait l'essentiel, oui. Donc si je comprends bien, si j'ose, même le jeu de mots, vous vous ancrez dans cette terre bretonne. Oui, vous ancrez, alors vous pouvez mettre un E ou un A comme vous voulez. Mais il y a d'autres artistes aussi qui m'ont beaucoup apporté. Je pense à Nathalie Fréhour. Elles, ce sont des pastels, mais c'est très fort aussi. Il y a une enfance, une subtilité des nuances extraordinaire chez elle, hein. Et elle a un dessin aussi étonnant, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui, ce dessin-là. En ce moment, elle est sollicitée par des écrivains de Gallimard, mais je sais que nous avons fait de belles choses ensemble. Marie-Hélène Lorcy aussi, Michel Renaud, qui est un très bon peintre, Serge Marzin, qui est graveur, j'en oublie. Ah oui, Jacques Dary aussi, qui est un aquarelliste. Mais j'ai peur d'en oublier. Je ne devrais pas parler des auteurs bretons contemporains que j'aime parce que, oui, il risque d'avoir de la jalousie. Merci frère.